Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique. Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semideparis.com. Avant de commencer ma préparation, je me suis posé 5 minutes avec moi-même pour essayer de comprendre ce que je pouvais changer sur les semaines à venir pour mettre toutes les chances de mon côté dans cette nouvelle aventure. Alors, la préparation physique, c'est primordial, bien sûr. C'est ce qui semble le plus logique quand on prépare un défi sportif. Mais s'entraîner tous les jours, sans dormir et en mangeant n'importe comment, pas sûr que ce soit véritablement efficace. Et je dois avouer qu'en ce qui concerne mon alimentation et mon sommeil, je n'ai jamais vraiment fait attention outre mesure et je me suis rendu compte très rapidement que j'avais besoin d'être guidée si je voulais faire les choses bien. Je suis donc allée à la rencontre de Caroline, naturopathe à Paris, pour qu'elle m'éclaire sur des choses simples à mettre en place dans ma vie quotidienne et qui sont compatibles avec mon rythme de vie parfois chaotique et assez peu routinier. Allez, c'est parti! Merci. Bon, du coup, je suis rue du Temple, là. Je me dirige vers le cabinet de Caroline, qui est une naturopathe qu'un ami m'a chaudement recommandé. Je n'ai jamais été chez une naturopathe, donc c'est un peu l'inconnu pour moi. Je suis à la bourre, donc je marche vite pour arriver à l'heure. Et puis on va voir comment ça se passe. Bonjour Cléo. Bonjour. Merci. Entre, je t'en prie, je viens t'installer. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Donc Cléo, bienvenue. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qui t'amène ici, pourquoi tu viens faire une séance de naturopathie. Explique-moi un petit peu ton contexte. Ouais, alors, j'avoue c'est la première fois que je le fais, donc vraiment c'est une totale découverte pour moi. Et je t'avoue d'ailleurs que je sais pas vraiment non plus en quoi ça consiste totalement, donc c'est vrai que je vais avoir besoin un peu de toi aussi pour me donner des clés parce que voilà. Problème, je vais t'expliquer. En gros, pour t'expliquer, donc je prépare l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Okay. Et c'est la première fois que je vais courir un semi-marathon. Je suis vraiment débutante dans le running et je voulais vraiment, si tu veux, mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une préparation optimale en fait. Et forcément, je me suis dit que ça passerait aussi par mon alimentation, mon sommeil, enfin toutes ces petites choses-là finalement un peu de la vie quotidienne. L'hygiène de vie globale. Exactement, qui je pense à l'heure actuelle sont pas vraiment justement optimales. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir peut-être me donner des clés pour optimiser tout ça et puis pour mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce petit défi que je me suis lancé quoi. Ok, super. Déjà, la naturopathie, du coup, c'est ta première consultation. Ouais. Est-ce que tu sais déjà un petit peu de quoi il en retourne quand on parle de naturopathie? Pas vraiment. Je pense que j'ai une idée, mais je pense qu'elle est fausse. Et ça m'intéresse. Moi, j'aime bien demander justement quand on parle de naturopathie, à quoi on pense. Et donc toi, tu vois, spontanément, tu vois, je pense huile essentielle, je pense des choses naturelles. Non, mais c'est déjà très bien. En fait, si tu veux, t'as une partie un petit peu de ce qu'est la naturopathie. Déjà, t'as dit des mots importants. T'as dit le mot naturel. Mm-hmm. Naturopathie naturelle, ça paraît logique, mais voilà, c'est bien de le rappeler. Quand on parle de naturopathie, on parle plutôt de médecine complémentaire. Le principe, si tu veux, en naturopathie, c'est de dire que chaque personne a un corps physique, mais aussi un corps émotionnel, et que tout fonctionne de concert. Donc, quand une personne vient avec une problématique bien spécifique, une pathologie ou autre, l'idée, c'est pas forcément d'être focalisé que sur le symptôme, mais surtout de voir plus large, plus global. Une démarche globale, c'est ça. Exactement. D'être donc ce qu'on appelle aussi l'holisme. On entend beaucoup parler en ce moment de thérapie holistique. C'est exactement ça. C'est de se dire que s'il y a un impact, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps physique, se poser la question de l'émotionnel et inversement. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être le plus naturel possible. Et il y a 3 piliers dans la naturopathie. Donc il y a l'alimentation, la gestion du stress et l'activité physique. D'accord. Donc déjà, par rapport à ta demande, t'as déjà un des piliers. Voilà, exactement. Oh, puis même les 3, du coup, mais... Oui, après, c'est ça. De toute façon, partir du principe que tout fonctionne ensemble. Donc, pour avoir entre guillemets, une bonne alimentation, peut-être que derrière, la gestion du stress, elle va être importante aussi. L'activité aussi, parce que finalement, tout fonctionne un peu en cercle vertueux. Mais donc,
as parlé aussi d'huile essentielle, donc l'aromathérapie. Ça fait partie de la grande famille de la phytothérapie, donc la médecine des plantes. Voilà, c'est plein de petits outils, c'est ça la naturo en fait. C'est un melting pot de plein de pratiques, de plein d'infos, et c'est vrai que c'est intéressant pour aborder des questions globales. Et du coup, tu adaptes en fonction du profil de la personne qui vient te voir, quoi. Complètement, ouais, c'est ça. C'est vraiment partir du principe que chaque personne est différente, et ça c'est clair, parce que finalement, tes antécédents perso ne sont pas les mêmes que les miens, comme tes antécédents familiaux, etc. Donc c'est vrai que chaque personne est différente, chaque conseil sont différents aussi. Ok. Et du coup, là, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir... alors, ça va être compliqué de balayer tous les sujets là maintenant, mais effectivement, déjà de me donner peut-être des clés ou en tout cas des petites choses que je peux mettre en place pour pour te préparer au mieux, pour me préparer au mieux et puis voilà des choses peut-être à bannir aussi, par exemple dans mon alimentation que je fais ou à l'heure actuelle et qui sont vraiment complètement déconseillées ou voilà. Alors pour le coup c'est vrai que ça aurait été intéressant, tu vois, qu'on puisse faire un bilan alimentaire assez approfondi de voilà comment ça se passe pour toi dans une journée, par exemple une journée type, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, est-ce qu'il y a des collations, est-ce que tu grignotes entre les repas, est-ce que tu bois des sodas, enfin voilà, les fast-food, tout ça, toutes ces questions-là. Ce que je te propose, c'est peut-être de déjà un peu, moi, te donner quelques tips sur l'alimentation, quelques conseils. Ouais. Tu me dis si c'est déjà des choses que tu fais ou pas, et si ça te paraît faisable aussi. Si dans ton principe de réalité, c'est des choses que tu peux mettre en application. Et sinon, l'avantage aussi, c'est qu'on parle beaucoup de micronutrition. Donc ça, c'est un terme, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Donc tout ce qui va être lié à la micronutrition, c'est justement le fait d'apporter à l'organisme certains éléments, notamment peut-être des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux que l'on peut trouver dans l'alimentation. Des fois, pas suffisamment, et du coup, ça peut être important justement de venir combler certains déficits, ou du moins de remettre à niveau. Et dans l'accompagnement sportif, c'est vrai que des fois, la micronutrition, elle a aussi sa place, quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi, tu vois, de faire un parallèle des deux. Alors, bon, déjà, moi, j'avais une question à te poser qui me paraît super importante. Donc, tu m'as dit que c'était ton premier semi-marathon. Et toi, ton objectif, il est où ? Est-ce que c'est déjà de le finir ? Ou est-ce que c'est aussi un peu le chrono ? Parce que c'est pas les mêmes Alors, choses. Je t'avoue que dans une démarche de bien-être personnel, je ne me mets pas d'objectif de temps pour pas me mettre la pression et pour éviter de stresser sur quelque chose. Et sachant que c'est ma première course officielle. En fait, j'ai jamais, même à 10 km, j'ai jamais participé à une course. Donc, c'est vraiment la toute première course de ma vie. Ok. Donc, non. Je me suis dit, voilà, c'est un premier objectif déjà qui me semble assez important pour moi. Donc, ne te rajoute pas en plus Très bien. ce petit chrono en plus. Donc, mon objectif, c'est vraiment de le terminer en entier. Enfin, entière, on va dire. Alors, par rapport à la nutrition, l'alimentation, entre guillemets, des besoins spécifiques du sportif ou de la sportive, c'est vraiment de venir soutenir l'organisme pendant l'entraînement au maximum. Donc, le corps, il a besoin de protéines. Il a besoin, donc les protéines qui sont constituées d'acides aminés. Il a besoin de lipides, les gras, les acides gras, etc. Et il a besoin aussi de fibres, qu'on trouve majoritairement dans les fruits et dans les légumes aussi. Et j'en ai oublié les glucides. Et les glucides, c'est super important. Parce que si tu veux, les glucides, c'est ce qui va aussi permettre d'apporter de l'énergie. Ouais. Tout comme les lipides, d'accord ? Donc, à un moment donné, on va parler aussi d'alimentation qui va être nutritive, qui va pouvoir t'apporter ce qu'il faut au niveau de l'organisme. Et c'est là où donc le b.a.-ba de la nutrition, c'est là que ça a toute son importance. C'est que quand on consomme des protéines, on parle d'acides aminés, mais on parle aussi d'acides aminés qui sont dits essentiels. Donc, c'est-à-dire que le corps ne les fabrique pas, on les trouve que dans l'alimentation, et on les trouve majoritairement dans les protéines dites animales. D'accord ? Et quand je dis protéines animales, je ne parle pas que de viande. Ça peut être aussi le poisson. Ouais. Mais ça va être aussi, par exemple, alors, semi-animal, végétal, je ne sais pas dans quelle catégorie on pourrait le mettre, mais ça peut être aussi les œufs. Voilà. Et dans la partie plus végétale, c'est là qu'on peut parler des algues, notamment la spiruline, qui contient les 8 acides aminés essentiels. On peut parler aussi donc des légumineuses, qui vont être, par exemple, tout ce qui va être les lentilles, les pois chiches. Sauf que les légumineuses, on dit qu'elles sont carencées en certains acides aminés essentiels. Donc, en fait, par exemple, si on a un mode de régime plutôt végétarien, c'est intéressant, ou végétalien, c'est intéressant de venir ajouter avec sa portion de légumineuses
des glucides. Ok. Et sinon, il y a les pseudo-céréales qui sont super intéressantes aussi, qui sont naturellement sans gluten et qui contiennent les 8 acides aminés essentiels. Et là, il y a les quinoa, sarrasin et amaranth, par exemple. Donc, en gros, l'idée, c'est de garder à l'esprit, alors de manière très globale, hein, ça c'est vrai pour chaque être humain qui commence à prendre soin de sa santé par l'assiette, mais c'est de privilégier plus la qualité à la quantité. Et donc, les protéines, pour que la valeur nutritionnelle, elle soit intéressante, c'est sa teneur en 8 acides aminés essentiels. Une bonne portion, entre guillemets, de protéines. On part du principe sur les protéines que c'est, on va dire dans l'assiette, si on devait peser, 1 kg de poids de corps égale 1 g à 1,2 g de protéines. Donc, exemple, on fait 100 kg, et ben on prend 100 g à 120 g. Okay. Voilà. Et donc après, vous faites votre produit en croix en fonction du poids qu'on fait derrière. Sur les glucides, par exemple, pareil, c'est super important parce que tout ce qui va être lié à l'apport glucidique, ça va permettre d'apporter ce qu'il faut au niveau de l'organisme pendant la course, par exemple. On va privilégier encore une fois des glucides de qualité, c'est ce qu'on va appeler plutôt des glucides complets et ou semi-complets. Donc ça, c'est par rapport à la farine qui va être utilisée. Quand on consomme une farine blanche, on consomme des farines qui sont dites raffinées. On a retiré beaucoup de choses, notamment les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Alors que quand on est sur du semi-complet ou du complet, on maintient encore ça. Et sur des glucides aussi qui vont être plutôt nutritifs. Tout ce qui va être petit épeautre, c'est une farine de blé aussi. Tout ce qui va être encore une fois les pseudo-céréales. Ça peut être intéressant à ce moment-là aussi de consommer de la patate douce, des pommes de terre, etc. Et peut-être faire attention quand même à l'apport en fait en gluten, par exemple. D'accord. Voilà. Je dis pas qu'il faut le bannir, pas du tout, c'est pas le discours. Alors, après, ça dépend de chacune et de chacun des pathologies qu'il pourrait y avoir en face ou pas. Mais c'est vrai que on en a un peu partout du gluten et de trop en consommer, ça peut fragiliser la barrière intestinale. Et quand on est sportive ou sportif, notamment en course à pied, et ben en fait on vient abîmer aussi à un moment donné, au niveau quand on s'entraîne beaucoup, on peut aussi abîmer la barrière intestinale. Donc c'est important d'avoir une vision aussi globale, de protéger le microbiote intestinal aussi par rapport à ça. Ok. Par rapport aux portions, quantité, pareil, l'idée c'est de se dire que c'est à peu près, on va dire au moins 100 grammes de glucides dans l'assiette. Okay. Est-ce que ça te... Ça me parle un peu. Après, ça reste quand même aussi assez abstrait parce que finalement, c'est des choses... Moi, tout ce que tu me dis, effectivement, j'identifie. Après, c'est vrai que pour faire, on va dire, l'assiette, entre guillemets, parfaite, tout de suite, c'est plus compliqué. Voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être accompagné. Alors, que ce soit nutritionniste, diététicien, diététicienne et ou naturopathe, d'être accompagné plus largement. Là, c'est vrai que ce sont des conseils, encore une fois, qui sont assez généraux, enfin globaux. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir se dire, une assiette, normalement, pour qu'elle soit plutôt équilibrée, si on prend une assiette ronde, on fait 50% légumes, 25% glucides, 25% protéines. Et après, on ajuste aussi avec la thématique. Donc, si là, il y a le sport, encore une fois, on prend le poids de la personne et on ajuste en faisant proportionnellement quelle quantité de glucides il faudrait, quelle quantité de protéines pour que l'assiette, elle soit bien équilibrée et qu'elle corresponde aux attentes. Ok. Après, voilà, il y a toujours cette question aussi un peu pendant l'entraînement. Ça, c'est hyper compliqué, justement. C'est vrai que je trouve ça super intéressant parce que moi, je me rends compte, je vais courir du coup assez régulièrement, jamais au même moment de la journée. Ça peut être en début d'après-midi, donc souvent après le repas du midi, ou en fin d'après-midi où du coup j'ai moins mangé, et bon, voilà, ou le matin aussi, ça m'arrive. Et en fait, je me retrouve toujours un peu embêtée parce que je sais jamais si je dois manger avant, si je mange après. Ouais. Du coup, j'ai peur d'être faible en allant courir si j'ai pas mangé avant, parce qu'en plus, moi, j'ai un petit gabarit, donc c'est vrai que j'ai tendance à épuiser mes réserves assez vite. Et c'est un vrai casse-tête en fait pour moi parce que je sais jamais quelle est la bonne solution. Des fois je me sens bien, des fois je me sens pas bien, j'arrive pas trop à identifier pourquoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué dans une journée comme ça où moi je peux pas me régler vraiment de façon précise et me dire ok tous les soirs je vais courir à 18h et c'est comme ça. Je peux pas, donc c'est un peu un casse-tête. Tu soulèves une vraie bonne question sur une partie un peu d'organisation, d'entraînement. C'est, encore une fois, chaque personne est différente. Tu as des personnes qui vont préférer, par exemple, courir le matin à jeun. Bon, ok. Il y a des personnes pour qui ils sont pas du tout du matin, donc on va préférer courir entre midi et 2 parce que c'est plus facile, et ou le soir. Et donc, déjà, toi, essaye aussi de sonder un peu ton corps et tes ressentis sur...
quand je fais mon entraînement, vraiment comment je me sens. Parce que si en effet tu t'obliges entre guillemets à t'entraîner, parce que c'était aujourd'hui qu'il fallait que tu t'entraînes et que tu t'entraînes le soir, alors que ça t'es pas du tout dans un bon mood, dans la bonne motivation. Que tu vas courir peut-être un peu trop tard, ce qui peut perturber aussi ton sommeil, alors que le sommeil il est super important pour récupérer, pour que le corps il se reconstitue. Et ben voilà, tu vas plus facilement mettre ton corps à mal et donc du coup avoir tous ces petits troubles dont tu as cité, donc le côté aussi de pas se sentir bien, peut-être l'hypoglycémie ou autre. Donc c'est vrai qu'en fonction de la période d'entraînement, du moment de la journée où on s'entraîne, l'alimentation, elle va être importante aussi. Donc si tu t'entraînes plutôt entre midi et 2 ou en tout début d'après-midi, pareil, l'idée c'est pas forcément de manger un repas trop lourd ou trop justement constitué. C'est vraiment d'apporter les énergies suffisantes. Ça peut être un fruit, un bon fruit avec des oléagineux ou des oléagineux, un carré de chocolat noir à 80% par exemple. Et puis par contre, tu fais ta séance de sport, de running, t'as terminé. De toute façon, on a rarement faim tout de suite après avoir fait du sport. Et ensuite, tu te fais un repas plus approprié, plus consistant. Donc c'est aussi une question, je trouve, de beaucoup de ressenti. Le fait aussi d'essayer peut-être de se mettre en condition, comme si t'allais faire la course aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui va peut-être s'habituer à courir tout le temps le soir ou en fin de journée, alors que la course elle est le matin et que la personne elle se sera jamais entraînée au moins une seule fois à courir sur ce schéma du matin, bah, ça peut être ultra perturbant et déstabilisant parce qu'on s'habitue en fait à un rythme, à un mode qui sera complètement différent le jour J. Ouais, du coup je vais devoir me lever le matin à un moment donné, je pense. Peut-être. Après, tu peux faire ça le week-end, te lever un peu plus tard. C'est pas forcément par rapport à un horaire précis, mais ce ne serait-ce que sur l'enchaînement en fait de comment ça se passe entre le lever, le fait de peut-être grignoter quelque chose, d'apporter ce qu'il faut. Oui, je risque de peut-être créer un petit traumatisme à mon corps si effectivement je l'ai jamais fait et que là je me retrouve le jour du semi à courir, à me lever à 5h du matin pour courir. Oui, ça risque, mais même psycho-émotionnellement parlant en fait, tu risques d'être un peu déstabilisé. Donc c'est bien d'anticiper un peu toutes les options. C'est d'anticiper un minimum aussi sur ce point-là. C'est ça. Et tu parlais du coup tout à l'heure du sommeil aussi, en disant que si je allais courir trop tard par exemple, ça pouvait perturber mon sommeil. Est-ce que tu as des conseils ou des recommandations pour avoir le sommeil le plus réparateur possible et pareil, être dans les meilleures conditions? Oui, alors en fait, déjà, si tu veux, encore une fois, chaque personne a son principe de réalité, ses contraintes, que ce soit le travail, la famille, etc. Mais c'est vrai que idéalement, à partir de 19h30, ça commence à être un peu tard en fait pour commencer à avoir une activité physique, une activité sportive. Tout simplement parce que d'un point de vue hormonal, le corps il fonctionne sur un cycle circadien, c'est-à-dire les 24 heures soleil-nuit. Et donc du coup, à un moment donné, en fonction de l'horaire, on va dire, dans la journée, il y a des hormones qui sont sécrétées à certains moments. Et par exemple, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, elle va commencer à être sécrétée à partir de 19h30, 20h. Donc si on commence à mettre le corps en action à un autre moment, à 19h30, si on commence à demander au corps d'être en action et de sécréter d'autres hormones qui vont avoir plutôt tendance à être des hormones qui vont booster, tu termines ta séance de sport, ton activité physique, peut-être que tu as libéré certaines endorphines, donc tu te sens mieux, ça t'a fait du bien. Sauf que tu as ton pic hormonal avec de la dopamine qui va t'avoir mise à fond les ballons, le cortisol également. Et donc à un moment donné, ces pics-là, ils vont avoir mis le corps dans une certaine situation qui ne va pas être forcément propice à l'endormissement pour 2 heures après. Et pareil, tout est décalé. C'est-à-dire que si tu fais ta séance de sport à 20h ou 20h30, tu vas terminer, exemple, à 21h30, tu manges quand ? Donc, tu vas manger peut-être 45 minutes après, donc plutôt vers 22h15. Donc déréglé par rapport aussi pareil au fait que normalement pour avoir un bon sommeil on évite d'aller se coucher 1 heure après avoir mangé, on laisse plutôt 2 heures, 2h30 le temps que la digestion elle commence déjà bien son process. Donc c'est tout ça en fait. Donc j'ai déjà commencé par rapport au sommeil, c'est l'idée de pas manger trop tard par exemple, ou du moins peut-être au moins 2 heures ou 3 heures avant d'aller te coucher. Les écrans, les lumières bleues des écrans qui réduisent vraiment de manière significative aussi la sécrétion de mélatonine.
Donc c'est important de se laisser un temps pour soi, 1 heure avant d'aller se coucher, où on essaye de couper les écrans au maximum. On se crée un sas de repos, ça peut être le fait de prendre un bain, si on a la chance d'avoir une baignoire, un bain tiède ou un bain chaud, de lire, d'écouter un podcast, d'écouter de la musique douce, de respirer. La respiration, c'est super important aussi. Après, il y a des plantes aussi qui sont intéressantes pour favoriser le sommeil. Il y a la camomille romaine qui est intéressante. Tout ce qui va être aussi les huiles essentielles. Il y a la lavande vraie qui est intéressante en inhalation. Donc il y a plein de petits tips, de petites infos comme ça qui sont intéressantes pour favoriser un sommeil profond et réparateur. Ok, et même au niveau, pareil ça, est-ce que c'est propre à chacun ou au niveau du nombre d'heures de sommeil? Moi je sais que par exemple je vais avoir tendance, ce qui est pas forcément bien j'imagine, à faire certaines nuits très courtes et après me faire une nuit de 11 heures et je n'ai pas forcément toujours un sommeil régulier. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est de connaître son chronotype. C'est-à-dire que est-ce qu'on est plutôt, tu sais, couche tard, lève tard, couche tôt, lève tôt. Ça c'est intéressant à faire par exemple quand on a le temps, c'est-à-dire en vacances par exemple, c'est de se coucher vraiment au moment où on est fatigué, et c'est-à-dire pas de pousser le truc en se disant ouais je suis un petit peu fatiguée mais je peux encore tenir. C'est vraiment de se dire ouais là je suis fatiguée, je sens que c'est le moment d'aller me coucher, je vais me coucher, de ne pas mettre de réveil et de voir à quelle heure on se réveille naturellement le lendemain, et de faire ça sur on va dire 4-5 jours pour établir à peu près son chronotype. Sans contrainte, alors je sais c'est pas facile à mettre en place, mais c'est intéressant parce que justement des fois on a l'impression qu'on est ultra couche tard, lève tard, mais c'est parce que notre mode de vie finalement nous l'impose ou qu'on se l'impose, alors que finalement on serait peut-être beaucoup mieux dans un schéma de couche tôt, lève tôt. Ça c'est le premier point. Après, comme tu l'as dit, chaque personne est différente aussi, donc le nombre d'heures dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent dormir que entre guillemets 5 heures ou 6 heures et ça sera très bien, d'autres il leur faut 9 heures et c'est ok aussi. L'idée, c'est justement à partir du moment où tu sais que tu as besoin à peu près de 8 heures de sommeil pour être en forme, d'essayer de mettre en application au quotidien tes 8 heures de sommeil. Ouais. Mais voilà, de respecter au moins ce temps de sommeil qui t'est propre. Je me permets aussi de poser une question parce que tout à l'heure, en introduction, tu parlais de l'eau. Oui. Quel impact positif peut avoir l'eau finalement aussi sur ma prépa? Ouais, l'eau c'est ultra important, hein, ça constitue 70% à peu près du corps humain. Donc l'eau, il faut en boire. La règle d'or, c'est 3% du poids de corps. Donc l'idée c'est de boire 3% de son poids de corps. Si on fait donc 50 kg, c'est 1,5 litre d'eau. D'accord. On conseille des eaux peu minéralisées pour éviter de faire venir trop travailler les reins. Voilà, ça c'est important. Et donc sache quand même que une déshydratation à hauteur de 1%, ça équivaut à 10% de tes pertes en performance sportive. D'accord. Ah ouais. C'est énorme. Donc, boire, c'est important tout au long de la journée. On évite de boire pendant les repas pour alourdir l'estomac, mais aussi parce que l'eau va des fois venir perturber tout le système enzymatique, donc ça va perturber aussi la digestion, par exemple. Juste un petit point de vigilance, c'est surtout ce qui va être les boissons un petit peu trop sucrées. Juste aussi parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc après l'idée c'est peut-être aussi de se revoir et de peaufiner peut-être certains conseils, mais il faut partir du principe que les choses il faut les mettre au fur et à mesure pour que le corps et l'esprit aient l'impression que ce soit devenu des habitudes et que ça l'ait été depuis le début. Et encore une fois, tout est aussi un cercle vertueux. À partir du moment où on commence à prendre soin de soi, à faire une activité physique, à faire attention à son sommeil, à faire attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on mange, et ça se met aussi en place petit à petit. Et alors après, il faut aussi prendre du recul, c'est-à-dire que il faut aussi se faire plaisir, c'est-à-dire qu'il faut pas rester dans quelque chose qui soit que très contraignant, très restrictif, c'est pas l'idée. Pour que justement toutes ces choses elles puissent être mises en application le plus durablement possible et que ce soit toujours bon et pour l'esprit aussi et pour le corps, il faut qu'il y ait un peu un déséquilibre dans l'équilibre, un cadre hors cadre. Voilà, c'est la règle un peu du 81%, 20%. 80% on prend soin de ça, on fait attention, et 20% où on se fait aussi un peu plaisir, où il peut y avoir quelques écarts, mais voilà, toujours dans la limite du raisonnable. Ok.
Très bien. Écoute, Voilà. je vais essayer de faire ça. Merci beaucoup pour tous tes conseils. En tout Merci cas, à toi. c'est assez éclairant. Pour cet échange. Et puis, N'hésite pas s'il y a besoin. avec grand plaisir. Et Pour puis, la suite. n'hésitons pas de se revoir pour essayer de mettre les choses encore plus précisément en place. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Cléo. Je suis tellement contente d'avoir pu rencontrer Caroline. Alors, je ne vous cache pas que ça fait beaucoup d'informations à traiter d'un coup pour ma petite tête, mais je compte bien reprendre une grande partie de ses conseils et essayer de les adapter à mon quotidien. Comme elle a pu le dire, je pense que l'idée, c'est pas de tendre à la perfection, à se priver ou à mettre en place une organisation militaire pour que tout ça roule, mais en tout cas, changer petit à petit des habitudes néfastes pour les remplacer par des choses plus saines. Ça m'a fait prendre conscience que des habitudes qui me semblaient totalement anodines pouvaient en fait avoir un grand impact au bout du compte. Le plus important étant d'apprendre à se connaître, car les besoins de chacun sont bien sûr différents. Alors écoutons-nous et essayons de changer les petites choses petit à petit pour que tout aille mieux. Merci à vous de continuer de suivre ma préparation. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une évaluation. À très vite!